certifié par la street. Oui, oui, dans le carton. Bonsoir à tous, ravi de vous voir aussi nombreux manquer France-Espagne pour un sujet important, à la fois financièrement mais surtout sur ce que ça peut produire sur un quartier comme le nôtre, la programmation CUX, en espérant que ce type de soirée se renouvelle à l'avenir, parce que même si je ne veux pas faire peur à tout le monde, on sait que la politique de la ville est en question aujourd'hui, à la fois en termes de périmètre et donc de contours géographiques, le nombre de quartiers concernés, notamment en France, et puis évidemment, et ça c'est une problématique générale, les moyens de l'État et des collectivités qui vont avec. Donc nous sommes, Saoud le rappellera sans doute dans le premier temps de cette soirée, dans un contexte qui est finalement assez similaire aux années précédentes, et on va vous le décliner. Donc à la fois rappeler comment cette politique se construit, avec un contexte qui est toujours un peu différent, et puis on redescendra bien évidemment à l'échelle du quartier. Ça sera le travail de ma collègue, donc Saoud, qui est chargée de cette question de la politique de la ville au sein du conseil municipal. Et puis ensuite, avec Vincent Morfois, on déclinera, alors vous avez le tableau, donc ça aidera, y compris pour les échanges, on déclinera cette programmation, on va dire secteur par secteur, et action par action s'il le faut, à votre demande. Donc Yves, je te laisse la parole. Juste rapidement pour permettre le débat et à Vincent un petit peu de détailler comment cette programmation s'est faite, et puis après on échangera sur ce que vous souhaitez par rapport aux arbitrages qui ont été rendus par la ville de Rennes, mais aussi Rennes Métropole, le Conseil général et l'État, puisque la politique de la ville, c'est une politique contractuelle qui est menée par l'État. Je vais pas revenir. Beaucoup des acteurs présents connaissent très très bien la politique de la ville, et ça fait depuis de nombreuses années qu'on présente cette politique-là dans les quartiers et les arbitrages qui sont menés. Donc si vous avez besoin de précision, vous pourrez poser des questions lors du débat. Et juste pour revenir sur ce qu'évoquait Frédéric Boursier, sur le fait que ça fait plusieurs années que cette politique est remise en cause, enfin, qu'il y a des interrogations sur le fait qu'il y a des interventions spécifiques dans des quartiers dits prioritaires, et que le changement, on va dire, n'est pas à la hauteur des investissements qui sont faits. Et l'État souhaite, c'est vrai, revoir la géographie prioritaire. Et bien sûr, vous avez pu le voir, certains d'entre vous rencontrer le ministre de la Ville, François Lamy, lors de sa visite, dans le cadre de la concertation qu'il mène au niveau national pour redéfinir une nouvelle politique de la ville, pour redéfinir une nouvelle géographie prioritaire. Donc la ville de Rennes se mobilise aussi dans cette démarche, dans cette concertation.
L'année dernière, on avait fait des assises de quartier, puisque ça fait plusieurs années que c'est évoqué. Ça avait été évoqué par l'ancien gouvernement sous Fadela Amara, lorsqu'elle évoquait aussi une révision de la géographie prioritaire. Où on avait commencé du coup à travailler sur quelle action dans les quartiers, quelles sont les priorités. Il y a eu des rencontres lors des assises de quartier dans chaque territoire prioritaire pour identifier les priorités, les attentes des habitants, mais aussi des associations, et les confronter avec notre projet de cohésion sociale. Donc on est toujours dans cette logique-là, sur la base des... lorsqu'on a lancé la programmation pour cette année, on a envoyé une note de cadrage qui était inspirée des assises, des priorités qui étaient ressorties des assises, priorités communes entre ces 5 territoires prioritaires, et puis aussi confrontation avec ce qui ressort dans chaque direction de quartier, avec un travail qui est fait avec des élus de quartier, mais aussi chargés de mission politique de la ville, et puis aussi les priorités de l'État. Pour cette année, contrairement aux autres années, on a une note de cadrage commune. On peut toutefois quand même regretter encore une baisse pour cette année des financements de l'État, qui est beaucoup moindre que ce qui était prévu les années précédentes, puisque on était sur autour de... les autres années, c'était 11%. Pour cette année, ils avaient évoqué 5%, puis là, on est sur une baisse de 2%. À peu près, il y a le Jean-Mathieu Salès qui est délégué du préfet qui est présent ici. C'est vrai que lorsque le ministre est venu, il a évoqué le fait qu'il avait réussi à consolider son budget pour les années qui suivent, enfin jusqu'à 2014. Et puis pour 2014, il y aura une autre géographie prioritaire, une autre politique de la ville. Et nous, on se prépare aussi à mettre en place, à se positionner par rapport aux arbitrages et aux décisions de l'État, et puis aussi en fonction de notre projet. Donc voilà. Et je vais laisser la parole à Vincent, et puis on pourra échanger après sur les arbitrages pour le Blône. Bonsoir à tous. Donc, je suis Vincent Morfois, je remplace Sarah Ansari depuis mi-février. Donc un mot sur le dossier que vous avez en main. Il y a 3 pièces. Il y a une pièce qui rappelle effectivement les enjeux, le contexte, la note de cadrage, le contexte national, et puis comment ont émergé les thématiques prioritaires. Et puis vous avez une deuxième pièce qui rappelle un peu les enjeux locaux de quartier du Blône, avec effectivement un enjeu prioritaire autour de l'accès à l'apprentissage du français, et l'autre autour des loisirs culturels et artistiques. Donc ce que je vous propose, c'est un exposé vraiment succinct, c'est pour vous permettre de mieux appréhender le tableau, qui est une liste exhaustive donc de 54 actions, de vous proposer de la manière suivante, vous dire quelles sont les thématiques prioritaires. Elles sont au nombre de 9. Donc il y a l'aménagement, le cadre de vie, culture, sport et loisirs, éducation et formation tout au long de la vie, emploi et développement économique, intégration des populations d'origine étrangère et la lutte contre les discriminations et l'accès aux droits, la jeunesse, la participation des habitants, le soutien aux initiatives des habitants et citoyenneté, la santé et la lutte contre les violences sexistes, et la sécurité et la prévention de la délinquance. Les 54 actions que vous avez sur votre tableau sont déclinées comme suit au travers de ces 9 thématiques. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu comment les acteurs de terrain se sont saisis de ces différentes thématiques prioritaires, et vous dire à peu près le nombre d'actions qu'il y a par thématique, et puis après vous dire les dotations et en termes de pourcentage à quoi ça correspond. Donc sur l'aménagement, le cadre de vie, il y a eu simplement 2 actions. Sur la culture, le sport et le loisir, qui était un des enjeux et un des axes prioritaires du quartier, il y a eu 13 actions de proposées. Éducation et formation tout au long de la vie, 7 actions. Sur l'emploi et le développement économique, 5 actions. Sur l'intégration des populations d'origine étrangère, la lutte contre les discriminations et l'accès aux droits, il y a eu 6 actions. En jeunesse, 6 actions. Participation des habitants, 9 actions. Santé et lutte contre les violences sexistes, 4 actions. Et enfin, la sécurité et la prévention de la délinquance, 2 actions.
Donc voilà, par rapport donc, aux 9 thématiques, voilà comment la dotation s'est ventilée, au regard de choix qui pourront être discutés tout à l'heure. Donc sur l'aménagement et le cadre de vie, ça représente environ 7% de la dotation globale, qui, je vous le rappelle, avoisine les 200 000 euros. Genre, si tu montes les escaliers, 20% autour de culture, sport, loisirs, éducation et formation tout au long de la vie, 8%. L'emploi et le développement économique, même s'il y a assez peu d'actions, ça représente quand même en dotation 25%. L'intégration des populations d'origine étrangère, 16%. Jeunesse, 7%. Participation des habitants, 6,7%. Puis santé, lutte contre les violences sexistes, 2%. Et enfin, la prévention de la délinquance et de la sécurité, 8%. Ce que je vous propose, donc, avant qu'on puisse avoir un échange sur les choix qui ont été opérés, c'est de vous donner un aperçu, un petit focus, mais vraiment très rapide, des actions et des publics destinataires de ces différentes thématiques. Donc sur l'aménagement et le cadre de vie, là on s'adresse aux habitants avec une idée donc, de coalition décrit sur la note que vous avez. C'est en direction des enfants, des pré-ados et des adolescents, avec l'idée de faire les choses un petit peu hors les murs, et puis d'aller au plus près de là où vivent les adolescents, et sur des temporalités, sur des temps atypiques, je vais dire comme ça, on va dire qui sortent un petit peu des ateliers de loisirs traditionnels, qui sont souvent des ateliers hebdomadaires de 2 heures sur les 33 semaines de période scolaire. Sur l'éducation et la formation tout au long de la vie, il y a beaucoup d'actions qui sont autour de l'accompagnement scolaire, sur cette passerelle qu'il y a entre la fin de la scolarité et l'entrée dans la vie active, avec des actions en direction des parents, notamment, et de leurs enfants. Sur l'emploi et le développement économique, donc il y a un gros mot qui s'appelle employabilité, ça vise en fait à ce que les jeunes, et puis je dirais l'ensemble de la population puissent mieux appréhender le monde professionnel et développer des compétences en ce sens-là, l'accompagnement à la qualification, et puis aussi un accès des diplômés du supérieur qui sont issus des quartiers. Et puis, effectivement, là aussi, c'est une tendance qu'on retrouve sur l'ensemble des actions, la volonté des structures d'être plus adaptées aux besoins de la population et d'avoir des modes d'accueil qui soient un petit peu différents des institutions, du cadre institutionnel habituel. Et puis pour finir, donc l'intégration des populations d'origine étrangère, donc qui constitue le deuxième axe prioritaire pour le Blône. On est là sur des actions de langue, de lecture, petite enfance, d'autonomie, des groupes de parole, je vous laisse découvrir. Sur la jeunesse, une même idée, on est aussi sur une volonté de faire des structures plus légères, plus amovibles, et d'aller au sein des îlots et pas nécessairement attendre que les jeunes viennent dans les structures. La participation des habitants, le soutien aux initiatives des habitants et des citoyennetés qui constitue aussi un axe des assises de la culture. Donc là, il y a un certain nombre d'actions que je vous laisse découvrir, fête familiale, séjour culturel, le développement de la connaissance des services, on est dans la même logique. On souhaite effectivement rapprocher les services et leur fonctionnement, les adapter, et puis améliorer l'accès à ces services. Et puis enfin, pour terminer, la santé et la lutte contre les violences sexistes. Bon, voilà, j'en ai fini. Je voulais simplement vous dire, en conclusion, qu'il y a peut-être sur cette programmation un peu moins d'actions loisirs 15-25 ans, mais que ces actions-là sont plus dirigées en termes d'emploi et d'insertion, qu'il y a une volonté qui sort de l'ensemble de cette programmation de vouloir assouplir les modes d'accueil, de travailler l'accès, et puis d'aller sur des nouveaux temps de vie, d'approcher les adolescents sur les vacances scolaires, en dehors, je dirais, des 33 semaines de période scolaire, et puis de déconcentrer les actions vers les habitants, que
que les structures en place soient plus légères, construisent des structures plus légères pour aller au-devant des habitants. Voilà, j'en ai fini moi pour essayer de vous donner une lecture globale de la programmation. Merci Vincent, j'en profite parce que tu l'as cité pour dire que Sarah a connu un heureux événement, tout va bien. On n'avait pas chargé de vous informer, mais ça nous fait tellement plaisir qu'on vous le dit. Et puis je veux aussi évoquer Nathalie Delcroix et remercier toutes celles et tous ceux qui sur le quartier lui témoignent de leur amitié dans les moments un peu difficiles qu'elle connaît. Elle est en train de lutter contre la maladie, donc n'hésitez pas à la soutenir. Voilà, quelques précisions peut-être In, parce que là on n'est pas trop rentré dans les détails. Puisque là, on va, si vous le souhaitez, évoquer notamment la programmation CUC sur le Bloom et les arbitrages, vous apporter des précisions et répondre à vos questions plus globalement, mais aussi, je pense que vous avez des questions à poser aussi sur les arbitrages des uns et des autres. Sur le tableau qui vous a été distribué, enfin je le regrette, mais il n'y a que les financements CUCS, mais il faut savoir que les financements CUCS, c'est des financements qui viennent en supplément dans les quartiers et qu'il y a d'autres sources de financement. Alors il y a des projets ici où il y a marqué 0 mais qui sont financés par ailleurs. D'autres qui sont où il y a marqué 0 qui n'ont aucun financement, mais voilà, on pourra vous les préciser. Au niveau de l'État, il y a d'autres enveloppes qui ont été mobilisées. Et là, c'est, si Jean-Mathieu Salès tout à l'heure, si vous avez des questions sur ces financements-là, c'est le BOP 104 pour tout ce qui touche aux populations étrangères, l'alphabétisation. Enfin voilà, il y a plus de 80 000 € qui ont été mobilisés dans les quartiers prioritaires. Vous avez aussi des financements de la réussite éducative. Et sinon, vous avez aussi des financements du FIPD, donc tout ce qui a trait à la prévention de la délinquance. Donc là aussi, c'est des arbitrages qui dépendent directement de l'État. Il y a plus de 76 000 €, je crois, qui ont été mobilisés dans le cadre du FIPD. Je n'ai pas les enveloppes précises. Mais voilà, il y a des projets qui ont été déposés dans le cadre de la politique de la ville, dans le cadre du CUCS, mais qui ont trouvé des financements ailleurs. Sur l'accompagnement à la scolarité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des financements à côté que sont le CLAS. Donc parfois, on a des projets qui sont déposés dans le cadre du CUCS, mais on estime qu'ils doivent relever du CLAS, et donc on les redirige vers ces autres sources de financement. Et pour finir, en ce qui concerne la ville de Rennes, nos arbitrages ont été faits en fonction, comme je vous ai dit, des priorités identifiées par la ville, mais aussi par les autres partenaires. Et aussi, on a essayé de mobiliser le plus possible les financements de droit commun, donc c'est-à-dire les financements de nos autres services. Et nous avons pris en compte le fait qu'il y a des structures qui ont des conventions. Nous avons pris en compte aussi qu'il y ait des contrats de mission ou autres, et pour établir toujours dans un budget très contraint d'année en année nos choix. Donc voilà. Et maintenant, le débat est ouvert. Certifié pas inscrit. Ça marche ? Oui, j'ai un micro. Vas-y. Bonsoir à tous. D'ailleurs, Nabil de l'association Réussite Urbaine. Moi, j'aimerais vous interpeller juste sur la demande de CUCS, Réussite Urbaine. Parle bien près du... Moi, je crois que c'est pas branché là-bas. Allô, 1, 2. Si, je pense que tout le monde m'entend. Ouais. Concernant un dossier qu'on a intitulé Représentation et citoyenneté, on s'est vu attribuer 0 €. Et je voulais savoir comment a été établie plus ou moins l'étude de ce dossier, sachant que cette année, sur l'année 2011-2012 jusqu'à 2013, on a mené un peu plus de 10 actions citoyennes, avec des invités de qualité, avec une assemblée à chaque fois très représentative du Bloom, où chaque année, de plus en plus de structures nous sollicitent, notamment sur ce type d'action.
nous voir attribuer 0 €, ça m'a un peu choqué. Donc j'aimerais savoir quel est le positionnement de la ville, parce qu'apparemment, réussite urbaine, quand ces actions sont réussies, bah, elles gênent. C'est le ressenti qu'on a, on se trompe peut-être. Quand on voit sur le papier que vous nous avez remis que des associations avec des projets novateurs, c'est pas pour faire un comparatif ou critiquer les projets de chacun, se voient attribuer en partie un budget pour mener leurs actions. Des associations qui se positionnent tout juste sur le champ des actions citoyennes se voient également accompagner. Réussite urbaine qui sur l'emploi fait parler de sa structure, qui a été éconduit par vos services. Sur la citoyenneté a mené de belles actions et aujourd'hui n'est pas du tout reconnu, ne serait-ce que financièrement à petite échelle. Je voulais avoir quelle était une bonne fois pour toutes, parce que je trouve que cette répartition elle est pas très cohérente, et voilà, c'est un positionnement. S'il y a un statut pris vis-à-vis de réussite urbaine, on aimerait le savoir, et à ce moment-là on arrêtera d'échanger, d'être présent à vos assemblées. Bon, moi je vais répondre et Frédéric va compléter lui en tant qu'élu de quartier. Alors sur le champ de l'emploi, on a déjà eu des longs débats avec Réussite Urbaine où moi j'évoquais après, il y avait les choix de l'État dont c'était qui finance surtout cette priorité-là, cette thématique-là, mais je vous avais évoqué les autres années le fait que pour moi il ne me semblait pas pertinent que Réussite Urbaine se positionne sur le champ de l'emploi et l'événementiel, parce qu'il y avait d'autres structures qui faisaient ce travail-là. Mais... Ça me permettrait juste après de rebondir sur ce que vous dites. Oui. Mais après, c'est un échange. Hein. Après, sur les actions citoyennes, il y a d'autres projets de réussite urbaine qui sont soutenus. On a estimé que les actions que vous avez menées, les débats que vous avez menés en partenariat avec des structures de quartier n'ont pas nécessité de financement particulier. On vous a soutenu l'année dernière dans le cadre du CUX. Hein. Ça a permis de vous lancer. On a soutenu aussi, on vous avait donné des subventions d'équipement pour vous permettre de mettre en place aussi ces actions citoyennes, hein, filmer, des choses comme ça. On vous a fourni un ordinateur. Enfin, vous ne pouvez pas dire que la ville de Rennes ne vous soutient pas. Alors après, c'est pour ça, ce tableau, il est un peu biaisé parce qu'il ne donne pas une véritable vision. Après, il y a eu tout le travail qui a été fait avec Réussite Urbaine et le choix qui a été fait que vous soyez accompagné par la DVAJ, puisque vous avez évoqué le fait que souvent les associations de jeunes et de quartier étaient soutenues que par le CUX. Vous avez évoqué ce regret-là, et nous on a interpellé régulièrement nos autres services pour qu'ils vous accompagnent, et Réussite Urbaine est accompagnée par le service jeunesse dans le cadre aussi du bloc, hein, qui du coup il y a un travail qui est fait, et régulièrement on interpelle aussi nos collègues de la ville de Rennes sur le service jeunesse pour qu'ils soient attentifs aux projets des associations de jeunes dans les quartiers. On l'a entendu, hein, cette demande qui a été de dire on ne souhaite plus, ou il y en a marre, enfin pour caricaturer, que ça soit toujours la politique de la ville qui soutienne les associations de quartier ou les petites associations. Et il y a eu tout un travail pour que la jeunesse et la direction de la vie associative vous soutiennent et vous suivez. D'ailleurs, vous travaillez, je crois, très bien avec la DVAJ. Et le souhait aussi qui a été fait, c'est que Réussite Urbaine se concentre sur aussi le bloc pour aboutir sur ce projet-là, pour qu'il y ait un véritable projet de studio, ou en tout cas sur le quartier, et qui soit ouvert à l'ensemble des habitants, mais aussi des jeunes du territoire rennais. Donc voilà, il n'y a pas eu de position de prise de parti par rapport à Réussite Urbaine, et je crois que vous avez organisé des débats avec de qualité, avec des intervenants qui sont venus gratuitement. Il y a eu les structures qui vous ont prêté leur salle, et je pense que c'est un bon état d'esprit aussi que les structures, les équipements de quartier ouvrent leur salle gratuitement, et ça ne vous demande pas un financement spécifique. Après, on vous soutient sur d'autres projets. Donc voilà. Donc, pour revenir sur le champ de l'emploi, vous avez dit qu'après étude, l'insertion par l'événementiel n'était pas... Je crois que l'insertion par l'événementiel n'était pas la solution. Mais à ce moment-là, il y a une grosse institution qui, lors d'une étude, a conclu que ce type d'événementiel était manquant au bleu. Donc là, il commence à y avoir dissonance en interne.
je parle d'une institution que vous connaissez. Ensuite, sur les actions citoyennes, il y a tout un travail de logistique qui est coûteux, même si aujourd'hui on arrive à interpeller des intervenants de qualité, et de qualité gratuitement. Mais il y en a d'autres, il y a d'autres intervenants de qualité qui ne viendront pas gratuitement, et ça demande un travail, des déplacements, ça demande de la communication, et ça a un prix. Ensuite, c'est pas parce qu'on est sur le bloc qu'il faut nous enfermer dans le bloc. On est déjà dans un bloc au bleu. Donc c'est pas aujourd'hui on se positionne sur le bloc et vous trouvez ce retranchement pour dire oui ils sont sur le bloc, on va les laisser se concentrer. Le monde y arrive, on arrive à se concentrer au bloc, même si l'association aujourd'hui est constituée que de bénévoles, qui a du mal à fonctionner et qui est entourée de personnes qui travaillent sur des heures classiques de bureau, qui ne peut pas répondre de manière réactive à vos demandes malgré elles, on arrive quand même à fonctionner, à trouver un fonctionnement. Mais ça vous n'en avez pas l'impression. Nous, en interne, on a des difficultés à répondre, malgré le peu de disponibilité qu'on a. On se voit les dimanches, on se voit les soirs, on se voit les samedis. On fait parler de nous en bien, en direction des habitants, en mal dans nos services, il n'y a pas de problème. Et c'est pas parce qu'on a dit qu'on voulait pas dépendre que du CUCS qu'on peut pas prétendre à du CUCS. On a dit qu'on aimerait évoluer. Oui, mais on a des vocations premières, l'emploi et tout ce qui est action citoyenne. Ensuite, parce qu'on a proposé d'autres actions, vous avez mis des croix sur des actions qui étaient réussies pour financer celles qui sont novatrices. Mais le CUC, c'est aussi l'expérimentation et l'innovation. C'est aussi une de nos priorités. Après, comme je vous dis, il y a des choses que... on vous a aidé aussi à vous mettre en place. Quand je vous dis des subventions d'équipement, on donne tous les ans. Vous ne pouvez pas balayer ça d'un revers de main. Non, mais je vais finir. Parce que vous entendre, on est les seuls à avoir des subventions d'équipement. Non, il y a d'autres associations, des petites associations. De subventions d'équipement. Parce que nous, on a vocation, au niveau de la politique de la ville, à soutenir les petites associations de quartier, parce qu'elles ne trouvent pas parfois d'autres financements, et c'est ce qu'on prend en compte pour attribuer nos financements. Et et je sais qu'il y a des associations ici présentes qui ont eu aussi des subventions d'équipement, parce qu'ils ne trouvent pas d'autres financements ailleurs, et c'est des petites subventions, c'est vrai, c'est 1000, 2000 euros, ça va, souvent on évite de dépasser les 2000 euros pour un ordinateur ou autre. Je vois, il y a Dounit aussi, on leur a donné aussi des subventions d'équipement. Après, lorsqu'il y a eu aussi des moments, la direction de quartier vous a accompagné sur des actions jeunesse ponctuelles ou sur des temps en direction des jeunes sur au niveau de la culture urbaine. Enfin voilà, on n'a pas fermé les portes pour dire non, cette programmation ne reflète pas tout l'accompagnement qu'il y a. Et on a bien conscience que vous êtes une association de bénévoles, et c'est pour ça qu'aussi on souhaite accompagner les associations de bénévoles pour qu'elles s'installent aussi dans la durée et ne se fragilisent pas, plutôt qu'en leur disant, on préfère que vous alliez aussi sur tel champ et vous vous concentrez sur ces projets-là parce que vous n'avez pas non plus les salariés pour mettre en place ce souhait, mais ça se travaille à long terme. On n'a pas fait. Mais oui, mais ça, des salariés, on peut professionnaliser des personnes. Ça se travaille à long terme, ça aussi. Et vous n'avez pas décidé de la vocation qu'on veut donner à notre structure. Oui, mais on peut faire des choix. Après, voilà, je vous dis le choix de la ville de Rennes. Après, voilà. Après, en interne, on sait quelle est votre position, on sait quelle est votre appréciation de l'association. Il n'y a pas de problème, mais juste pour vous dire qu'on n'est pas dupes, ne pas reconnaître l'association dans son champ d'action et de lui donner 0 euros, ne serait-ce que 50, 100, 200, ça serait reconnaître un minimum l'association pour son travail. 0 euros pour les associations, pour les actions citoyennes qu'on a menées, c'est très dégradant et c'est vexant à la limite. Mais bon, il n'y a pas de problème. Mais à vous entendre, on est les seuls à prétendre à des subventions d'équipement, à des subventions lors de l'enveloppe de quartier ou autres. Mais toutes les structures ont des subventions de fonctionnement, mais on ne les a pas, nous, à des hauteurs très très hautes. Et on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Aujourd'hui, le champ, la vocation de réussite urbaine, c'est l'insertion et les actions citoyennes. Avec votre soutien ou sans votre soutien, on restera sur cette vocation. Après, désolé, on n'arrive pas à vous plaire, on ne mange pas avec vous, on boit pas le même champagne, on ne le fera jamais. Je suis désolé de vous le dire, c'est comme ça, et en off, on le sait, tout le monde le sait. On sait comment ça se passe, je suis le premier à en être navré, mais on est neutre, on ne prend pas de couleur politique, on fait notre politique, on va en direction du public,
des quartiers et on essaie d'œuvrer avec ce qui existe. Et on veut composer avec ce qui existe. Il faut comprendre que des fois, si on refuse et si on ne répond pas à des sollicitations, c'est parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas la disposition. Et quand on demande du soutien, bah, vous avez le discours de Madame Insaoud. Merci quand même pour votre écoute et merci à tous. Je vais compléter la réponse. D'abord, il y a une réalité. Alors, la réponse, elle s'adresse à Réussite Urbaine, mais à vous toutes et à vous tous. Je passe sur les exagérations et les caricatures. Il y a une réalité, c'est que, bien évidemment, la reconnaissance de vos engagements respectifs, du travail, et il est de nature et de mesure évidemment différentes, notamment parce que certaines des structures sont effectivement ancrées depuis longtemps dans une histoire, se sont professionnalisées et d'autres moins. Heureusement que la reconnaissance par la ville de ce travail ne passe pas que par la programmation CUX, bien évidemment. Et dès lors que vous nous demandez à juste titre de respecter la liberté associative, vous devez, même si c'est difficile, même si c'est frustrant, aussi respecter le choix et les orientations qui sont portées par les financeurs du CUX, en l'occurrence l'État et les différentes collectivités. Et Insaoud l'a rappelé très rapidement tout à l'heure, il ne faut pas croire que ce travail du CUX soit déconnecté des politiques sectorielles et autres. C'est-à-dire que il n'y a pas de dissonance en interne, il y a des arbitrages et des priorisations qui sont faites. Et moi, je trouve un peu curieux que ce soit ceux qui justement vous soutiennent, uniquement d'ailleurs, y compris quand on regarde le tableau, qui se prennent, entre guillemets, excusez-moi du mot trivial, l'engueulade. Mais ça ne changera rien à notre position en l'occurrence. Moi je l'ai rappelé lors de mon propos introductif, la politique de la ville est une politique qui n'a pas vocation à être pérenne. On le sait, on va se battre pour que nos quartiers, et en particulier celui-là, restent dans ce champ, mais y compris les financements qui vous sont accordés, le sont normalement sur la base d'initiatives habitantes, à titre expérimental, et bien évidemment, on doit, si on considère que les choses s'ancrent dans le territoire, répondent à une demande sociale ou un intérêt pour le territoire, ça a vocation bien évidemment à s'inscrire dans des politiques de droit commun. Et donc, vous êtes toutes et tous, en tout cas vos structures, à un moment donné de votre histoire, dans ce phénomène et dans cette évolution. Alors la difficulté, c'est que vous pouvez lire le tableau, lorsqu'on fait la totalisation du coût des actions, alors là on n'a que celles qui concernent le quartier uniquement, mais on a beaucoup d'actions transquartiers qui concernent aussi le quartier, on est à 1 million d'euros. La participation demandée, elle est à peu près de 40%. Et en fait, nos moyens nous amènent à participer à 20%. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est toujours l'histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. En l'occurrence, on est vraiment très près de la moitié. Mais la seule chose que je peux vous dire dans les arbitrages qui sont faits, et on peut les partager ou pas, y compris du point de vue de l'élu de quartier, ce que je mesure, Insaoud peut en témoigner parce que ça l'énerve énormément, c'est que moi je suis vigilant sur une chose, c'est que le quartier s'y retrouve globalement dans ce qu'il pèse en termes de problématiques, de population, par rapport à l'ensemble des habitants qui habitent dans ce qu'on appelle, de manière impropre, les quartiers politiques de la ville. Voilà, donc autant on entend votre frustration, autant évidemment on rejette, mais je pense que c'est sans doute un problème de compréhension et de capacité
l'accusation masquée de clientélisme. Il y a une réalité sociale sur ce quartier, il y a des engagements, il y a des choses qui fonctionnent à certains moments, d'autres pas. Moi, ce que je constate, c'est que notamment dans un des sujets évoqués par Réussite Urbaine, qui est celle de l'insertion et plus généralement de la politique de l'emploi, c'est vrai que le secteur concerné a fait le choix de ne pas multiplier les financements aux différentes structures. C'est un choix qu'on peut contester. De manière générale, ce qu'on conteste dans la politique de la ville, c'est justement le saupoudrage. Voilà, et donc on voit bien que quand ces logiques-là, on revient dessus, ça pose d'autres problèmes. Donc je pense que l'intervention de Réussite Urbaine, d'autres peuvent aussi l'avoir d'une certaine manière, mais j'allais dire, la vie ne s'arrête pas à la programmation du CUCS. On a des petites enveloppes quartiers, chaque secteur, la vie associative, la jeunesse, l'emploi, le sport, etc., la culture, tous ces secteurs ont leur propre budget qui dépasse très largement la programmation CUCS et les moyens. Entre guillemets, c'est pas parce qu'on est sur la programmation CUCS depuis de nombreuses années complètement transparent avec vous, notamment lorsqu'on publie ce type de tableau, qu'il faut que ça soit l'arbre qui cache une forêt et qui la cache tellement imparfaitement qu'elle cacherait en fait une réalité qui est tout autre. Donc il faut continuer ce travail, quelles que soient les frustrations, les attentes. Et voilà, je pense que c'est pas parce que des projets ne sont pas financés qu'ils sont invalidés, contestés, affaiblis et contestés, y compris dans leur légitimité. Et toute structure a vocation à tenter de porter un projet. Et voilà, et à la limite, ça me rassure presque qu'il y ait de la confrontation, plutôt qu'on ait à se dire, comme dans certains endroits en France, on aimerait que des projets émergent. D'autres questions ? On peut aborder les questions de vos structures, mais aussi des questions plus générales si vous souhaitez. Je n'ai pas besoin de micro. Gwen, je fais partie de ce collectif, désormais West Collectif. On a monté une structure, une grosse association, l'association, c'est-à-dire une fédération sur le quartier ouest, le partie ouest du quartier. Je voulais juste dire que, en fait, par rapport aux propos de Nabil, on les rejoignait complètement dans les observations. On se demande parfois, je ne sais pas, dans l'art de maîtriser les schémas, les croquis, les PowerPoint, s'il y a éventuellement une évaluation qualitative ou une évaluation quantitative qui s'opère. Et puis, ce que j'avais à dire aussi, c'est que c'est vrai qu'en observant ces chiffres, il est parfois choquant de voir des structures qui fonctionnent avec des budgets de fonctionnement et qui ramassent le jackpot en fait au niveau du CUCS chaque année, quoi. Et moi ce que j'avais à dire, c'est juste un petit truc comme ça, hein. C'est juste dire, à mon avis, il faudrait quand même être un peu plus attentif à ce qui se passe réellement au niveau qualitatif sur le quartier, et je pense qu'on arrivera à d'autres chiffres. Voilà. Est-ce que tu peux être plus précis dans ce que tu viens de dire? Parce qu'à partir du moment où on a le tableau, il faut... Non, mais il y a des associations qui sont, comment dirais-je, financées par le CUCS, comment dirais-je, comme le Triangle par exemple, ou encore l'Axe, je vois pour 39 000 €. C'est vrai que ça me paraît énorme quoi, par rapport à d'autres subventions qui sont demandées par des associations. Bon, c'est 2 000 € pour le Triangle. Ordiland, peut-être que tu peux... Ouais. Alors, pour les centres sociaux et l'ARCS, ce qu'il faut savoir, c'est que la Convention n'intègre pas ces projets-là.
Donc c'est une bataille tous les ans pour que Ordilang soit financé par l'État. Et dans le cadre du BUP 104, ça touche quand même des populations dans le cadre de l'apprentissage du français. Il y a une demande croissante dans les territoires sur les ateliers de français et puis de savoirs fondamentaux. Et il y a tout un travail et toute une négociation avec l'État pour que les financements soient pérennisés. Donc je trouve ça un petit peu injuste parce que c'est vraiment un projet qui a montré toute sa pertinence avec un accueil et puis une demande de plus en plus croissante des populations, que ce soit étrangères, d'origine étrangère ou primo-arrivantes. Donc, le souci, c'est que nous on estime que ça relève des compétences de l'État, l'apprentissage du français, l'intégration des populations étrangères. Nous, on peut venir en complément, hein, mais voilà, et que c'est à eux de pérenniser ce type de projet. Et dans le cadre de notre convention, on n'a pas pris en compte, bien sûr, ces projets-là. Après, juste pour revenir, je pense que il n'y a vraiment pas, je trouve qu'il y a eu des accusations qui sont un peu limites, et il n'y a vraiment pas une volonté de la ville de Rennes. Je trouve que la ville de Rennes, que ce soit à travers ce tableau, mais aussi ce qu'on ne voit pas, est très vigilante aux actions de proximité, à les accompagner. Il y a des directions de quartier dans chaque quartier et dans les territoires prioritaires. Il y a des chargés de mission politique de la ville, il y a des animateurs de proximité pour accompagner ces associations de quartier. Je pense que vous les connaissez, vous savez venir frapper à leur porte pour évoquer les soucis que vous pouvez rencontrer. Et puis, voilà, ils sont là aussi pour vous écouter et vous accompagner. Ils le font avec leurs moyens. Mais je pense qu'on a mis aussi en place du personnel dans les quartiers pour accompagner les structures, faire remonter leurs demandes. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes. On est sur des budgets contraints, mais voilà, j'ai un peu du mal à l'entendre. Et Gwen, lorsque vous évoquez des associations aussi les associations dont vous avez fait partie, vous pouvez quand même admettre aussi qu'il y a eu un accompagnement et qu'il y a eu un moment au niveau de la direction de quartier, la politique de la ville s'est battue pour que le Strat ait aussi un contrat de mission. Enfin voilà, il y a des choses qui sont, après elles sont pas, c'est des choses qui sont pas parfaites. Il y a des choses qui font le contexte fait que des fois les choses sont remises en cause ou sont fragilisées. Ça n'empêche pas qu'on continuera à vous accompagner, à essayer de trouver la meilleure solution aussi pour ces territoires dits prioritaires. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Cette année, en fait, on a perdu l'agrément de la CAF, donc on n'a plus de subvention. On a perdu aussi la subvention CUX. On a des frais fixes, il faut payer le loyer du Landrel. On a des frais d'internet, 40 € par mois, c'est des détails, mais nous ce qu'on demande, c'est une goutte d'eau pour continuer à vivre. 2400 € à l'heure où les questions de scolarité sont si importantes, et les élèves ils nous disent nous on veut bien payer pour continuer à bénéficier des prestations d'électrons, mais c'est pas du tout notre vocation dans ce cas-là qu'ils aillent voir à Academia. Et voilà. Je vais vous répondre par rapport à... Voilà, Electron, c'est un projet auquel nous, au niveau du quartier, on voit bien tout le travail qui est fait bénévole en direction des jeunes du quartier dans l'accompagnement à la scolarité. On reconnaît le travail qui est fait. Ça fait partie des associations dont on ne remet pas du tout en cause le projet, hein, mais qui, c'est vrai, trouve là, dans le cadre du financement, a eu 0 € parce qu'on estime que c'est pas la politique de la ville de soutenir. Oui, mais ce qu'on fait, il y a tout. Non, mais j'ai pas fini. On essaie de trouver une solution pour Electron pour prendre en charge le fait que vous avez des frais de fonctionnement et que vous n'avez aucune subvention, et notamment le classe. Il y a des associations, mais pas Coblone, hein, qui n'ont pas eu l'agrément classe et qui du coup n'auront pas de financement. L'agrément CAF.
Alors comment ça s'appelle? Parce qu'on fonctionnait avec des subventions de la CAF. Oui, mais c'est le financement classe. Voilà, le dispositif. Donc voilà, on a pris en compte... On a perdu l'agrément et donc on dépend uniquement du CUCS. Voilà, et du coup on a pris en compte que vous n'avez pas cet agrément et on a évoqué le fait qu'il va falloir travailler pour que vous ayez de nouveau cet agrément et on va essayer de trouver une solution par rapport à vos soucis financiers pour que vous puissiez continuer à fonctionner. Parce que pour dire... c'est pas pour se mettre en avant, mais c'est quasiment la seule association qui puisse aider les élèves de la 6e à des filières post-bac. Mais on est d'accord, c'est pour ça que je pense que c'est vrai qu'on souhaite être transparent dans le cadre de la programmation CUCS. Ça a été une volonté depuis le début, depuis 2008. Ouais. C'est ça, c'est de venir dans les quartiers présenter les financements attribués par les différentes, que ce soit collectivités et État. Il n'y a que la ville de Rennes qui le fait et moi je viens vous expliquer nos arbitrages dans le cadre de ma délégation, mais il y a des arbitrages qui sont faits aussi par ailleurs dont on n'est pas responsable aussi. Mais voilà, on va essayer de trouver une solution et puis notamment pour d'autres structures aussi, associations. Je sais qu'il y a des fois dans les frais de fonctionnement, les frais de loyer, des choses comme ça, on prend en compte, mais c'est pas au CUCS de donner une subvention normalement pour ça, mais on met pas on va faire en sorte de ne pas laisser les associations en difficulté non plus. Typiquement, on est dans le cas d'un engagement qui est pérenne et d'un intérêt qui est reconnu depuis longtemps. Donc ce serait paradoxal de revenir sur la politique de la ville qui est censée soutenir ce qui est un peu novateur et qui arrive. Or là, les institutions globalement ne peuvent pas dire qu'elles ne connaissent pas Electron depuis longtemps et son rayonnement sur le quartier, son importance sur le champ que vous occupez. Donc il y a des évolutions qui fait que l'agrément a été perdu. Il faut qu'on reconstitue vos capacités de fonctionner. Ça ne se fera pas par la politique de la ville, mais ça se fera, c'est l'engagement qu'on prend. Oui, donc Hervé, Centre Social Tiblone et salarié RCS. Donc, je voulais juste réagir par rapport à ce que disait Gwen tout à l'heure. Je crois que dans le tableau, il manque un élément quand même, c'est que être porteur du projet, ça ne veut pas dire qu'on le porte tout seul. Il manque la case, tous les partenaires associés. Et en l'occurrence, sur les projets portés par le Centre Social Tiblone, on est essentiellement comptable du projet. En réalité, ça sert au bénéfice des structures qui sont associées dans tout ce projet-là. Et c'est pas du tout, quasiment pas pour le Centre Social. Donc dire que sur les projets RCS, voilà, ce sont tous des projets partenariaux, et donc c'est vrai qu'il manque une colonne avec tous ces partenaires. Ouais, je souscris à la remarque, je pense qu'on se l'était dit quand on a fait la réunion de fin d'année, mais je pense que c'est évidemment très très important. Bonsoir. La réponse, en fait, on l'a fait juste avant votre intervention, c'est-à-dire qu'on est tellement d'accord avec vous qu'on considère que ce type de projet, qui a vocation à être pérenne et à se reproduire année après année, ne doit pas dépendre d'une politique qui, elle, est censée voir émerger des choses différentes tous les ans. Donc, effectivement, dans le champ de l'accompagnement à la scolarité, il y a déjà des politiques qui sont prévues, il y a des financements, des dispositifs, etc. Il se trouve que pour des raisons X et Y, Electron a loupé, n'a plus l'agrément qui fait basculer un certain nombre de financements, notamment CAF, pour ces activités-là. Et donc, on a, nous aussi, à la ville de Rennes, des financements, des lignes budgétaires sur cette question de l'accompagnement à la scolarité, mais qui sont dans le budget général, parce que la réflexion que vous faites sur les 2400 € sur 197 000 qu'on attribue, on pourrait même la faire sur 2400 € sur les 250 millions de budget global. Donc, bien évidemment, tout ça financièrement ne pèse pas sur la collectivité, et je ne parle que celle de la ville, parce que si on additionne les moyens de l'État sur la ville de Rennes, Rennes Métropole, le Conseil Général, là, on y va. Donc, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est effectivement de retrouver la bonne ligne de financement, et on aura ces moyens-là parce que
voilà, il n'y a pas besoin d'évaluer, entre guillemets, par avance ce que ferait Electron, parce qu'on sait ce que fait Electron, je crois, depuis 25 ans à peu près. Ouais, une vingtaine d'années. Donc, non, et puis, enfin, moi, pour avoir porté ces politiques-là dans le mandat précédent, je sais on est passé de 600 bénévoles sur la ville en 2000 à près de 1000 en 2008. Voilà, on sait ce que ça produit à côté du champ de l'éducation nationale et de tout ce qui est fait par ailleurs. Et vous savez qu'on est dans la question de la modification des rythmes scolaires en ce moment, ça va concerner y compris notre quartier. On rappelait à cette occasion que pour l'offre municipale, c'est-à-dire l'accompagnement à la scolarité versus ce qui se passe dans les écoles et dans les centres de loisirs, on met entre 19 et 20 millions d'euros par an. La ville. Donc vous voyez, la question elle n'est pas de question de priorité, de moyens, ça fait longtemps qu'on a fait ces choix-là, donc les 2400 dans ce budget, on va les trouver. Mais simplement, on a considéré que la clé, c'était pas la politique de la ville, c'est juste ça qu'on voulait dire. Mais l'engagement, on le prend ce soir, et Electron va continuer. Certifié par la street,